l'une de nos équipes, Solène Rioux et Gabriel Orillon, étaient à quelques mètres de là où ça devait se passer. Où normalement, l'un des responsables, directeur de campagne de Kamala Harris, avait prévenu la presse, les gens qui étaient là, en disant « elle va venir, elle va parler ». Et regardez ce qui est arrivé. Ce sont des images incroyables que vous montre Gabriel Orillon qui symbolisent la débâcle du camp démocrate et l'échec de Kamala Harris. Un campus vide, un silence pesant, plus un partisan démocrate, plus un journaliste. Seulement une poignée de membres de la sécurité du campus sont encore présents. Et cette scène recouverte d'un tapis bleu qu'aurait dû fouler Kamala Harris aux alentours de 1h du matin. Elle aurait dû se présenter juste derrière ce pupitre, désormais recouvert d'une bâche. Ce pupitre qui était protégé par ses vitres blindées, mais elle n'est jamais venue car son directeur de campagne a annoncé aux alentours de 1h du matin qu'elle ne s'exprimerait pas, amenant bien évidemment la grande déception des dizaines de ses partisans démocrates qui étaient présents ici et qui l'ont attendue pendant plusieurs heures. On a lu la déception réellement sur leur visage. Certains nous ont dit leur frustration qu'elle ne se soit pas donné la peine de sortir les rassurer. Puis regardez, une dernière image. Ici, c'est l'endroit où les invités VIP, 20 000 invités de la vice-présidente étaient censés venir. Et les principaux sur ces sièges bleus, avec notamment les 2 enfants de son époux, Doug Emhoff. Et donc, vous voyez ici, Cole Emhoff et Ella Emhoff. Et puis, vous allez voir aussi le rang juste derrière, un des plus grands soutiens de Kamala Harris. C'est sa petite sœur, Maya Harris, qui l'a soutenue réellement pendant toute sa campagne. Ses invités VIP ne sont jamais venus et cette image d'un campus désormais vide au silence assourdissant est réellement le signe d'un échec de cette campagne et de cette journée de vote de Kamala Harris. Grand merci à Solène Rioux et Gabriel Orillon. C'est incroyable ce qu'on a vécu. Vous allez d'ailleurs voir quelques images aussi, les drapeaux américains qui ont été dans cette même séquence déboulonnés. Quelques minutes avant, regardez d'abord cette image, c'était la première qu'on a eue, le drapeau américain qui est replié. Et là pourtant, les gens attendent toujours Kamala Harris. Après, ce seront les images que vous avez vues de Gabriel Orillon. Et puis, quelques temps après, regardez cette foule qui s'en va. Il y a ces drapeaux américains qui sont enlevés. Jérémy Guez, ce sont les images, et on sait que c'est important, les images, d'une véritable débâcle. Est-ce que les démocrates pourront se reconstruire ? C'est la question. Une cruauté absolument difficile à mesurer et effectivement c'est la question dans toutes les têtes. En fait les sondages nous annonçaient plutôt un scénario à la 2020 et on a eu un scénario à la 2016. 2020 où il y a un bras de fer qui dure pendant longtemps et on ne le sait pas avant le samedi soir heure de Paris en 2020 que Biden a gagné, alors qu'en réalité, on a eu à 2016, aux horizons de 8h du matin, on était à peu près certain de l'issue de tout ça. Valérie me faisait remarquer tout à l'heure qu'en 2016, au moins, la candidate Hillary Clinton avait lancé un communiqué. Là, il n'y a même pas eu de communiqué. Et donc, pour en revenir à votre point, c'est l'état de décadence de ce parti démocrate. Il n'en reste pas grand-chose ce soir. Je crains très fort pour eux qu'il y ait, mais une véritable guerre civile en son sein, qu'il va y avoir un certain nombre de questions. Je suis sensible à ce que Christian dit, c'était difficile pour Kamala Harris. Pourtant, y a quand même un certain nombre de choses. Je veux dire, elle a eu 100 jours, mais elle a eu 4 ans aussi pour habiter ce poste. Encore une fois, c'était pas facile. Ce n'était pas facile. Je pense qu'il va y avoir la question de son choix de colistier. Pendant très très longtemps, on va se demander pourquoi est-ce que Josh Shapiro n'a pas été choisi. Le gouverneur de Pennsylvanie. Le gouverneur de Pennsylvanie, merci. Et je crains qu'il y ait... Oui, parce que ça s'est joué aussi en Pennsylvanie. Oui, hein. exactement. Hier, on était ensemble. Oui. Celui qui gagne la Pennsylvanie gagne la présidence. C'est ce qui s'est passé. Et Josh Shapiro a incarné un certain nombre de choses et j'ai un petit peu peur que ça aussi, ça vienne sur le tapis, sur l'état d'esprit du Parti démocrate. Vous savez, en français, on parle d'un parti de gauche. Je pense que les Américains ont su distinguer les progressistes des libéraux. Les libéraux, c'est plutôt les centristes. Les libéraux, ce sont ces gens attachés aux libertés. Les progressistes, c'est l'aile gauche. Eh bien, en tout cas, ce désaccord entre les deux risque d'être extrêmement frappant et dur à réconcilier, en tout cas dans les semaines à venir. Je ne sais pas si vous avez bien vu, à un moment donné, vous avez quelqu'un qui s'occupe de cette campagne aux côtés de Kamala Harris avec ses 2 drapeaux américains. Il porte ça presque comme un fardeau sur les épaules. Les images ont un sens et on peut être beau, entre guillemets, dans la défaite. Et là, Kamala Harris a fui. Elle a fui.
Et il y a une différence entre une défaite et une débâcle. Là, on est dans la débâcle complète. Ça se liquéfie, il n'y a plus rien. Et il faut bien reconnaître que si Kamala Harris a été, de mon point de vue personnel, personnellement courageuse sur le plan personnel, pour être plus correct, elle a été quand même l'auteur d'un programme étonnamment vide de sens, vide. Il n'y avait pas d'allant ni de direction dans ce qu'elle faisait. Alors que Trump concentrait, pilonnait son noyau dur pour le renforcer, comme s'il, dans une forge, il forgeait un outil indestructible, Kamala Harris, elle, étendait ses bras pour ratisser large. Donc on a eu quelque chose de soft contre quelque chose de hard. Et c'est le hard qui a gagné. Et de beaucoup. Donc il y a quelque part, incontestablement, je ne sais pas si elle a eu le temps ou pas le temps, mais après la période d'euphorie du décollage de Kamala, au début de l'été, il y a eu quand même une imitation de la campagne de Hillary Clinton, clairement, un surcroît de vedettes de la chanson, du cinéma, et on est passé... En décalage total peut-être avec cette Amérique qui souffre. Voilà, on est passé de nouveau du côté d'une candidature élitaire, si ce n'est élitiste. Voilà. Valérie. Et ça a déplu au peuple américain. On a aussi beaucoup insisté sur le fait que Kamala Harris, candidate, avait réussi à lever des fonds de manière invraisemblable, plus d'1 milliard de dollars. Ça aussi, ça a dû peser paradoxalement, car cette élection est celle de tous les paradoxes, sur les gens qui ont voté. C'est Donald Trump, le milliardaire, aux côtés de l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, et c'est pourtant Kamala Harris... Il a fait d'ailleurs un triomphe tout à l'heure à Elon Musk. Et c'est pourtant Kamala Harris qui, en ramassant tant d'argent, a semblé d'une certaine manière... traité par le mépris tous les gens qui sont allés voter hier. Et ça, je pense aussi que ça, c'est un changement. Les États-Unis, les Américains n'ont pas de problème avec l'argent, la réussite. Mais là, dans la situation de précarité dans laquelle se sont retrouvées les classes moyennes et les classes moyennes inférieures, comme le disait Christian, cet étalage d'argent, la sphère à Las Vegas, etc., a sans doute détourné un certain nombre d'électeurs du vote démocrate. Comme le disait Christian, en fait, elle n'a pas parlé à cette communiqué qui souffre à ces Américains qui votent, et elle a oublié les 4 ans de Joe Biden. Merci Nevin de nous avoir rejoints. Justement, on va s'intéresser à ces communautés, à qui a voté pour Donald Trump. On sait que pendant cette campagne, elle a été âpre cette campagne, eh bien chacun des candidats s'est battu pour essayer d'attirer à lui ces communautés, cet électorat qui vote et qui a voté massivement d'ailleurs, encore une fois. Et oui, c'est l'une des surprises de cette soirée électorale. Un électeur de couleur sur 3 a voté pour Donald Trump. Selon les premiers sondages sortis à des urnes, c'était 20% en 2016. Le candidat républicain est notamment parvenu à séduire une large partie de la population hispanique. Trump a remporté précisément 45% des voix des hispaniques et des latino-américains à l'échelle nationale. C'est 13 points de plus qu'en 2020. Il a également gagné des voix au sein de la communauté asiatique. Pendant toute la campagne, vous l'avez dit, il a courtisé cet électorat très populaire à coup de grandes promesses, notamment économiques. Il a par exemple promis de défiscaliser les heures supplémentaires. Or, on l'a dit, l'économie, ça a été le nerf de la guerre pendant ces mois de campagne. 31% des électeurs ont déclaré que l'économie était leur principal problème. Plus surprenant encore, eh bien, Donald Trump est parvenu à gagner des voix chez les femmes, même si elles ont majoritairement voté pour Kamala Harris et globalement pour le camp démocrate ces dernières années. Idem pour les électeurs afro-américains. De plus en plus d'entre eux ont finalement glissé un bulletin Donald Trump dans l'urne. 42% des moins de 30 ans ont également voté pour lui. Au
aucun candidat républicain n'avait fait aussi bien chez les jeunes, en tout cas depuis 2018. Et puis Donald Trump, bien évidemment, il a pu compter sur son électorat de base pour l'emporter, notamment dans plusieurs swing states. C'est le cas en Géorgie. Trump l'a remporté notamment grâce au vote des électeurs anti-avortement et évangéliques blancs. Et puis plus globalement, le milliardaire a également profité du vote des électeurs blancs. Ils sont 55% précisément à avoir décidé de glisser un bulletin républicain. Merci beaucoup, Nevin.